Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir poursuivre avec vous cette série de vidéos dont la finalité est de vous permettre de mieux comprendre certains aspects de vos enseignements de biologie. Cette 16e vidéo a pour objectif de vous présenter une pompe ionique très importante présente sur la membrane de nos cellules. Et pour amorcer l'étude de cette pompe ionique, je vais d'abord vous parler de la pompe à vélo qui vous permet de regonfler vos pneus lorsqu'ils sont dégonflés. Vous avez peut-être ces derniers mois ressorti votre vélo du garage et constaté que vos pneus étaient à plat, c'est-à-dire que vos chambres à air avaient perdu une grande partie de l'air qu'elles contenaient. Quand une chambre à air est bien gonflée, elle contient en fait plus d'air que notre atmosphère, ce qui génère une pression d'air supérieure à celle de notre atmosphère. Mais si vous n'avez pas utilisé votre vélo pendant quelque temps, les chambres à air présentes dans vos pneus se sont progressivement dégonflées. Des molécules de l'air, essentiellement des molécules de diazote et de dioxygène, présentes dans la chambre à air, en sont peu à peu ressorties et vos pneus se sont donc au cours du temps dégonflés, exactement comme un ballon de baudruche se dégonfle spontanément au cours du temps. Cette fuite d'air hors de la chambre à air est principalement due à une perméabilité à l'air de la paroi de la chambre à air ainsi qu'à la petite taille des molécules de diazote et de dioxygène. Et pour pouvoir rouler à nouveau sur votre vélo, vous allez donc commencer par utiliser une pompe à air qui vous permettra de réintroduire de l'air dans les chambres et donc de les regonfler afin d'augmenter dans ces chambres la pression d'air jusqu'à ce que la pression atteinte soit satisfaisante pour pouvoir rouler. Un manomètre qui indique la pression de l'air dans la chambre peut vous permettre de vérifier la pression atteinte. Par exemple, si la pression dans votre chambre atteint 4 bars, c'est qu'elle a atteint une valeur 4 fois supérieure à la pression de l'air présent dans notre atmosphère. Dans cet exemple du cycliste qui regonfle ses pneus, vous avez d'une part une membrane qui est ici la paroi mince en caoutchouc de la chambre à air, séparant le contenu de la chambre de l'air atmosphérique. Cette paroi est légèrement poreuse pour l'air, puisque votre chambre a tendance au cours du temps à perdre un peu d'air et que vous devez donc la regonfler de temps en temps. Dans cet exemple, vous avez d'autre part un gradient de part et d'autre de cette paroi. Et plus précisément ici, un gradient de pression d'air avec, pour une chambre gonflée, une pression d'air dans la chambre supérieure à celle de l'atmosphère. Ce gradient de pression est représenté ici par un triangle rouge dont la base est orientée du côté où la pression de l'air est la plus forte, c'est-à-dire dans la chambre si elle est bien gonflée, et dont la pointe est dirigée vers l'extérieur où la pression de l'air est plus faible. Ce triangle forme aussi une pointe de flèche qui indique dans quel sens l'air sortira spontanément, par exemple lors d'une crevaison ou lorsque vous laissez trop longtemps votre vélo sans l'utiliser. Dans cet exemple du cycliste qui regonfle son pneu, un dispositif est nécessaire pour pouvoir pomper l'air dans la chambre. Et ce dispositif est une pompe à vélo. Et enfin, pour pouvoir gonfler votre chambre à air, il va falloir aussi que vous dépensiez de l'énergie en mettant en route certains de vos muscles, notamment vos muscles des bras. Laissons maintenant notre cycliste regonfler les pneus de son vélo et plaçons-nous à l'échelle cellulaire. Chacune de nos cellules est délimitée par une membrane plasmique qui sépare le milieu extracellulaire du cytoplasme. La membrane plasmique est composée d'une bicouche de phospholipides associée à des protéines membranaires.
Il existe, de part et d'autre de la membrane plasmique, des gradients de concentration de certains ions, dont notamment les ions sodium et les ions potassium. Chaque rond rouge représente ici un ion sodium, c'est-à-dire un ion Na+. Et ce triangle rouge représente le gradient de concentration des ions sodium de part et d'autre de la membrane plasmique de nos cellules. L'ion sodium est bien plus concentré dans le milieu extracellulaire que dans le cytoplasme. Et l'ion sodium constitue le principal cation extracellulaire. La base de ce triangle rouge est donc tournée vers le compartiment où l'ion sodium est le plus concentré, c'est-à-dire le milieu extracellulaire, et la pointe de ce triangle rouge est dirigée vers le compartiment où l'ion sodium est le moins concentré, c'est-à-dire le cytoplasme. Ce triangle rouge forme aussi la pointe d'une flèche, indiquant dans quel sens se réalise le transport passif de l'ion sodium à travers la membrane plasmique si cet ion était soumis uniquement à son gradient de concentration. Nous avons vu dans la 13e vidéo de cette série que les ions sodium ne peuvent pas diffuser directement à travers la bicouche lipidique et que ce sont des canaux sodiques de nature protéique insérés dans la membrane plasmique de nos cellules et dont un est représenté ici en rouge, qui permettent aux ions sodium de traverser en permanence la membrane plasmique par diffusion facilitée. Ces canaux sodiques sont toujours ouverts. On les appelle aussi des canaux de fuite pour les ions sodium. Les ions, parce qu'ils sont chargés, sont aussi soumis à l'influence du potentiel de la membrane plasmique. Il existe en effet entre les deux faces de la membrane plasmique une différence de potentiel appelée le potentiel de repos de la membrane et dont la valeur se situe généralement entre -50 et -100 mV selon le type cellulaire. La valeur négative de ce potentiel indique que l'intérieur de la cellule est plus négatif que l'extérieur. Le potentiel de repos de la membrane va aussi influencer le sens de la diffusion facilitée des ions à travers la membrane, un ion étant attiré par la face de la membrane qui lui est électriquement opposée. Comme l'ion Na+ est un cation, c'est-à-dire un ion chargé positivement, et comme la face intracellulaire de la membrane plasmique est électronégative par rapport à sa face extracellulaire, le potentiel de repos de la membrane plasmique va favoriser aussi l'entrée du Na+ dans la cellule. La superposition du gradient de concentration sodique et du potentiel de repos de la membrane permet donc aux ions sodium d'être soumis à deux forces qui se cumulent, une force chimique liée au gradient de concentration sodique et une force électrique liée à la différence de potentiel de la membrane. Et ces deux forces sont orientées dans le même sens, favorisant toutes les deux l'entrée du Na+ extracellulaire dans le cytoplasme. On dira que les ions sodium sont soumis à un gradient électrochimique qui favorise leur entrée dans la cellule. Les ions sodium vont donc en permanence subir une diffusion facilitée au travers de canaux sodiques pour passer du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire. Et ce transport entrant des ions sodium est un mécanisme passif, c'est-à-dire qu'il ne requiert pas d'énergie. Le fonctionnement en continu de ces canaux de fuite pour les ions sodium devrait donc tendre à annuler le gradient de concentration sodique de part et d'autre de la membrane plasmique de nos cellules. Pour faire l'analogie avec la chambre à air de votre vélo, la chambre gonflée d'air au départ va peu à peu se dégonfler spontanément par une fuite d'air dirigée dans le sens décroissant du gradient de pression. Et si vous passez un peu trop de temps sans utiliser votre vélo, le gradient de pression entre l'intérieur de la chambre et l'extérieur va peu à peu s'annuler et vos pneus seront alors totalement dégonflés. La tendance naturelle de la chambre à air
et que de l'air en sorte spontanément et que le gradient de pression de part et d'autre de la paroi de la chambre finisse par s'annuler. De même, pour nos cellules, la tendance naturelle du système est que des ions sodium entrent spontanément dans nos cellules, ce qui devrait annuler le gradient de concentration sodique de part et d'autre de la membrane plasmique. Or, ce gradient de concentration sodique de part et d'autre de la membrane plasmique de nos cellules est maintenu tant que nos cellules sont en vie. Pour votre vélo, si vous voulez maintenir le gradient de pression de part et d'autre de la paroi de la chambre, il vous faudra de temps en temps regonfler votre chambre à air. Pour nos cellules, une pompe à sodium présente sur la membrane plasmique va fonctionner en permanence pour maintenir le gradient sodique de part et d'autre de la membrane plasmique. Et de même que l'utilisation de votre pompe à vélo nécessite que vous dépensiez de l'énergie, le fonctionnement de cette pompe à sodium présente sur la membrane plasmique de nos cellules va consommer aussi de l'énergie. On dira que le transport sortant des ions Na+, réalisé par cette pompe ionique, est un transport actif parce que sa réalisation nécessite que la cellule consomme de l'énergie. Nous avions vu dans les 5 précédentes vidéos consacrées respectivement au transport du dioxygène, du CO2, des ions sodium, du glucose et de l'eau, 5 exemples de transport passif, c'est-à-dire de transports qui n'ont pas besoin d'énergie pour se réaliser et qui se font dans le sens imposé par le gradient de concentration pour les molécules non chargées et par le gradient électrochimique pour les ions. Un transport passif se réalise parce qu'il y a un gradient pour le provoquer. Et la réalisation de ce transport passif tend à annuler ce gradient. Un transport actif a au contraire besoin d'un apport d'énergie pour pouvoir se réaliser. Il se fait contre le gradient et il génère ce gradient. Le transport actif d'une substance à travers une membrane cellulaire engendre un déséquilibre de concentration de cette substance de part et d'autre de cette membrane, alors qu'un transport passif tend au contraire à annuler ce déséquilibre. Il existe aussi, de part et d'autre de la membrane plasmique de nos cellules, un gradient de concentration d'ion potassium. Chaque rond bleu représente ici un ion potassium, c'est-à-dire un ion K+. Le gradient de concentration des ions K+, qui est maintenu tant que nos cellules vivent, est représenté ici par un triangle bleu et vous noterez que ce triangle est inversé par rapport à celui du Na+. En effet, le K+ est le principal cation extracellulaire. Il est bien plus concentré dans le cytoplasme que dans le milieu extracellulaire. Ce triangle bleu forme aussi la pointe d'une flèche, indiquant dans quel sens se réalise le transport passif de l'ion potassium à travers la membrane plasmique si cet ion était soumis uniquement à son gradient de concentration. Le gradient de concentration des ions K+, favorise donc la sortie des ions K+ intracellulaires vers le milieu extracellulaire. L'ion K+ est un cation. Il est, comme l'ion Na+, porteur d'une charge positive. Et l'influence du potentiel de repos de la membrane plasmique va donc favoriser plutôt son entrée dans la cellule. Le gradient électrochimique auquel les ions potassium sont soumis de part et d'autre de la membrane plasmique fait qu'une force chimique tend à faire sortir les ions potassium de la cellule, alors qu'une force électrique tend au contraire à les faire rentrer. Mais pour les ions potassium, la force chimique l'emporte sur la force électrique, si bien que les ions potassium auront tendance à sortir spontanément de nos cellules par transport passif. Et il existe dans la membrane plasmique de nos cellules des canaux K+,
représentés ici en bleu, toujours ouverts, et ces canaux de fuite pour les ions potassium vont permettre aux ions K+, de sortir en permanence de nos cellules par diffusion facilitée. Dans la membrane plasmique, les canaux de fuite pour les ions potassium, ces canaux potassiques étant représentés ici en bleu, sont plus nombreux et plus efficaces que les canaux de fuite pour les ions sodium, ces canaux sodiques étant représentés ici en rouge. La membrane plasmique est par conséquent plus perméable aux ions potassium qu'aux ions sodium. On a donc constamment, au travers de la membrane plasmique, un flux passif sortant d'ions potassium supérieur au flux passif entrant d'ions sodium. Il y a donc en permanence plus de charges positives qui sortent de la cellule que de charges positives qui y rentrent, ce qui fait que la cellule perd constamment des charges positives. Cette diffusion différentielle des ions sodium et potassium à travers la membrane plasmique rend ainsi le côté intracellulaire de cette membrane plus négatif que le côté extracellulaire, ce qui explique l'existence du potentiel de repos de la membrane plasmique évoqué précédemment. Les gradients de sodium et de potassium de part et d'autre de la membrane plasmique sont donc nécessaires à l'établissement du potentiel de repos de cette membrane. Nous avons vu qu'un transport actif d'ion Na+, expulsant des ions sodium hors de la cellule, permettait de maintenir le gradient de concentration sodique de part et d'autre de la membrane plasmique. Et de la même façon, un transport actif de potassium, dirigé cette fois dans le sens entrant, va permettre de maintenir le gradient de concentration potassique de part et d'autre de la membrane plasmique. Et c'est en fait la même protéine transmembranaire, la même pompe ionique, représentée ici en violet, qui assure à la fois le transport actif sortant d'ion sodium et le transport actif entrant d'ion potassium. La source d'énergie qui permet à cette protéine de pomper activement ces deux cations provient de l'hydrolyse de l'ATP en ADP et phosphate inorganique. Cette pompe ionique qui couple le transport actif du Na+ et le transport actif du K+, est non seulement un transporteur de cations, mais c'est aussi une enzyme capable d'hydrolyser l'ATP. Et le nom des enzymes se termine généralement par le suffixe ase. Cette pompe ionique est donc aussi appelée une ATPase parce qu'elle a une activité enzymatique d'hydrolyse de l'ATP. Et comme elle assure le transport actif à la fois des ions sodium et des ions potassium, on l'appelle l'ATPase Na+, K+, ou ATPase sodium-potassium. Cette pompe à sodium et potassium fut découverte en 1957 par le médecin et biophysicien danois Skov, et cette découverte lui permettra d'obtenir en 1997 le prix Nobel de chimie. L'ATPase NAK génère donc les gradients de sodium et de potassium, et comme cette pompe ne cesse de fonctionner sur la membrane plasmique d'une cellule vivante, cette pompe va maintenir en permanence ces deux gradients cationiques. Et le maintien de ces gradients cationiques permet l'établissement du potentiel de repos de la membrane plasmique. Ainsi, cette pompe ionique qu'est l'ATPase NAK est indirectement responsable du potentiel de repos de nos cellules. Mais l'ATPase sodium-potassium a aussi une influence directe sur le potentiel de repos de la membrane de nos cellules. En effet, il a été montré que lors de chaque cycle de fonctionnement de l'ATPase sodium-potassium, l'hydrolyse d'une molécule d'ATP
permet à cette pompe d'expulser 3 ions sodium hors de la cellule, tout en incorporant 2 ions potassium dans la cellule. Ainsi, chaque cycle de fonctionnement de cette pompe ionique conduit à l'expulsion nette d'une charge positive, ce qui tend à augmenter, en valeur absolue, la valeur du potentiel de repos de la membrane. Parce que l'ATPase sodium-potassium exerce un effet direct sur la différence de potentiel de la membrane, on dira de cette pompe ionique qu'elle est électrogène. L'ATPase sodium-potassium contribue donc directement au potentiel de repos de la membrane plasmique, mais cette participation directe reste mineure par rapport à son intervention indirecte sur ce potentiel qui se fait par l'intermédiaire des gradients de concentration de sodium et de potassium qu'elle génère. L'ATPase sodium-potassium permet de transporter activement les ions sodium et potassium, et l'énergie nécessaire à la réalisation de ce transport actif d'ions provient directement de l'hydrolyse de l'ATP. Un tel transport actif est qualifié de primaire, et un transport actif primaire permet de coupler une réaction chimique libératrice d'énergie, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'ATP, à un transport actif consommateur d'énergie. Nous verrons dans la prochaine vidéo qu'il existe aussi des transports actifs secondaires dont la source d'énergie n'est pas directement l'hydrolyse de l'ATP, mais dont la source d'énergie provient d'un gradient ionique généré par un transport actif primaire. Le fonctionnement permanent des ATPases sodium-potassium présentes sur la membrane plasmique de nos cellules correspond à une consommation d'énergie qui représente environ 30% du métabolisme de base de nos cellules. Pour nos cellules excitables, comme par exemple pour nos neurones, le potentiel de repos de la membrane plasmique peut être modifié lorsque la cellule est excitée. Ainsi, lorsque l'un de nos neurones est stimulé, la membrane plasmique de son axone est le siège d'une ouverture rapide, locale et fugace de canaux sodium et potassium voltage dépendants, ce qui va modifier localement le potentiel de membrane. Il apparaît ainsi un potentiel d'action capable de s'auto-reproduire tout le long de la membrane de l'axone. Et ce potentiel d'action est le signal élémentaire du message nerveux. Mais pour rétablir les gradients de concentration des ions sodium et potassium après la genèse d'un potentiel d'action, les ATPases sodium-potassium de la membrane de l'axone ont alors plus de travail que dans le neurone au repos. Et ainsi, le fonctionnement des ATPases sodium-potassium peut représenter jusqu'à 3/4 de la dépense énergétique du neurone. L'ATPase sodium-potassium est une protéine tétramérique constituée par 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. La sous-unité alpha, qui est représentée ici en vert, comprend 10 segments transmembranaires et elle possède, du côté du cytoplasme, un site de fixation de l'ATP. Dans l'ATPase sodium-potassium, les 2 sous-unités alpha sont associées entre elles et elles assurent le transport actif des ions sodium et potassium. La sous-unité bêta, qui est représentée ici en rouge, est pourvue d'un seul domaine transmembranaire. Elle est très glycosylée dans sa partie extracellulaire et elle est impliquée dans l'insertion de la sous-unité alpha à la membrane plasmique. L'association des sous-unités alpha et bêta est nécessaire à l'activité de l'ATPase sodium-potassium. La sous-unité alpha peut adopter 2 conformations différentes, appelées les conformations E1 et E2. La forme E1, qui est déphosphorylée, est surtout affine pour les ions sodium, alors que la forme E2, qui est phosphorylée, est surtout affine pour les ions potassium. Le fonctionnement de l'ATPase sodium-potassium met en jeu un mécanisme cyclique et je vais vous présenter
un modèle de fonctionnement de cette pompe en 6 étapes successives, ce mécanisme concernant seulement la sous-unité alpha de l'ATPase sodium-potassium. Lors de la première étape de ce cycle, la sous-unité alpha est dans sa conformation E1 déphosphorylée et elle est donc surtout affine pour les ions sodium. La sous-unité alpha fixe un ATP sur le site de liaison de l'ATP présent du côté du cytoplasme et 3 ions sodium du cytoplasme, représentés chacun par un rond rouge, vont se lier à la sous-unité alpha. Lors de la seconde étape, la sous-unité alpha hydrolyse l'ATP qu'elle a fixé, ce qui permet une phosphorylation de cette sous-unité alpha à partir du groupement phosphate qui est issu de l'hydrolyse de l'ATP. Ainsi, dans la forme phosphorylée de la sous-unité alpha, ce groupement phosphate, qui est indiqué par le rond violet et la lettre P, se trouve lié de façon covalente à la sous-unité alpha. L'ADP, issu de l'hydrolyse de l'ATP, est libéré dans le cytoplasme. Lors de la troisième étape de ce cycle, la phosphorylation de la sous-unité alpha provoque un changement de conformation de cette sous-unité, laquelle passe alors sous sa forme E2. Ce changement de conformation expose les 3 ions sodium à l'extérieur de la cellule. La forme E2, phosphorylée, a une faible affinité pour les ions sodium et les 3 ions sodium que la sous-unité alpha avait fixés sont donc maintenant libérés dans le milieu extracellulaire. Cette conformation E2, peu affine pour les ions sodium, est au contraire très affine pour les ions potassium. Et ainsi, lors de la quatrième étape de ce cycle, la sous-unité alpha va fixer 2 ions potassium du milieu extracellulaire qui sont représentés chacun par un rond bleu. Au cours de la cinquième étape de ce cycle, la sous-unité alpha est déphosphorylée et le groupement phosphate inorganique, ou PI, qui est représenté ici par un rond violet, se trouve libéré dans le cytoplasme. Cette déphosphorylation de la sous-unité alpha la ramène à son état conformationnel E1 qu'elle avait au départ et qui est un état présentant peu d'affinité pour les ions potassium. Au cours de la sixième et dernière étape de ce cycle, la sous-unité alpha libère dans le cytoplasme les 2 ions potassium qu'elle avait précédemment fixés. Cette conformation E1 de la sous-unité alpha a une plus grande affinité pour les ions sodium. L'ATP se lie à nouveau à cette sous-unité et le cycle recommence. Lors de chaque cycle, l'hydrolyse d'une molécule d'ATP a permis la sortie active de 3 ions sodium et l'entrée active de 2 ions potassium. L'ATPase sodium-potassium appartient à la classe des pompes ioniques de type P, la lettre P signifiant qu'une phosphorylation réversible de la pompe doit avoir lieu pour permettre le fonctionnement de ce type de pompe ionique. Pour revenir à l'exemple du vélo évoqué au début de cette vidéo, vous avez besoin d'énergie et d'une pompe à air pour gonfler les pneus de votre vélo, c'est-à-dire pour générer et maintenir un gradient de pression entre l'air présent dans la chambre et l'air atmosphérique. Et sans cette pompe, vos pneus finiraient immanquablement par se dégonfler et vous ne pourriez pas aller rouler. De même, nos cellules ont besoin d'énergie, et plus précisément d'ATP, et d'une pompe ionique, l'ATPase NAK, pour générer et maintenir, de part et d'autre de la membrane plasmique, les gradients de concentration sodique et potassique. Sans cette pompe, ces 2 gradients cationiques ainsi que le potentiel de repos de la membrane s'annuleraient. Or,
Ces gradients de concentration cationique et ce potentiel de repos sont utiles au fonctionnement de nos cellules. Ainsi, dans la prochaine vidéo, nous verrons que le gradient de concentration sodique généré par l'ATPase sodium-potassium peut permettre la réalisation d'un autre type de transport actif qu'on appelle transport actif secondaire. Je vous remercie vivement pour votre attention et pour l'intérêt que vous portez aux différentes vidéos que je poste sur cette chaîne. Et je vous retrouve très prochainement et avec grand plaisir pour vous présenter la prochaine vidéo de cette série, une vidéo intitulée Un ion moteur pour faire entrer du glucose dans la cellule absorbante de notre intestin.